Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être connectés avec nous aujourd'hui pour cette journée ISFAR. Voilà, donc je m'appelle Awa Keita Meyer, je suis anesthésiste réanimatrice à l'hôpital Necker à Paris et responsable de l'unité d'ambulatoire, de chirurgie ambulatoire et d'obstétrique également dans cette structure. Donc je suis ravie de modérer cette session qui est importante et qui est également universelle puisqu'il s'agit de réhabilitation du péripartum. Un sujet qui se veut finalement de faire en sorte que les femmes qui sont enceintes après leur accouchement, finalement, ou pendant toute la partie, la prise en charge de leur grossesse, finalement retrouvent l'état physique antérieur qu'elles avaient avant la grossesse. Donc c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui a, en plus de cette idée de retrouver l'état antérieur, a de finalement limiter la morbidité induite au niveau en péripartum, et également, si possible, de réduire la durée d'hospitalisation. C'est un processus avec différents éléments qu'on va traiter au cours de cette session. Et j'ai la chance et le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui pour cette session par 4 orateurs qui sont, on va commencer par les femmes, le docteur Myriam Brébion, qui est chef de clinique à l'hôpital Necker, le docteur Laura Nossé, qui est praticien hospitalier à l'hôpital Necker également, le docteur Valentina Fetto, qui est praticien hospitalier à l'hôpital au CHU de Strasbourg, et le professeur Pierre-Yves Devendre, qui est professeur à Liège. Voilà, donc ces 4 orateurs vont vous, à tour de rôle, discuter un des éléments de cette réhabilitation. On va commencer par l'optimisation hémodynamique et donc laisser la parole au professeur Pierre-Yves Devendre. Et ensuite, le docteur Valentina Fetto nous parlera de la prévention des nausées-vomissements post-opératoires du prurite. Le docteur Laura Nossé de la gestion de la douleur du postpartum. Et Myriam Brébion nous fera la thromboprophylaxie. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Pierre-Yves. Merci beaucoup, Awa, pour cette présentation. Donc j'ai comme mission, durant les minutes qui viennent, d'introduire la question de l'optimisation hémodynamique dans le contexte de la réhabilitation du péripartum et évidemment plus spécifiquement dans le contexte de la réhabilitation post-césarienne. Alors la présentation va s'articuler selon ce plan-ci. On va d'abord repréciser la place de l'optimisation hémodynamique dans la réhabilitation améliorée après césarienne. On va décliner 3 volets de cette stratégie, à savoir le remplissage vasculaire, l'utilisation des vasopresseurs et la place de la bascule de l'utérus vers la gauche. Et on terminera par quelques conclusions. Quelques soucis avec le... Donc, un certain nombre de sociétés savantes se sont récemment emparées de cette problématique de la réhabilitation rapide après césarienne et ont promulgué un certain nombre de recommandations, de guidelines. C'est notamment le cas de l'ERAS Society, c'est également le cas de la SOAP. En parallèle, un consensus international a été rédigé qui nous précise exactement les recommandations en matière de gestion des vasopresseurs dans le contexte de l'hypotension induite par l'arrachianesthésie au cours de la césarienne, et également des recommandations françaises un tout petit peu plus anciennes qui également ont promulgué des recommandations sur la gestion du postpartum et de la césarienne. Alors, si on veut résumer les recommandations de ces diverses sociétés, on voit d'une part que l'optimisation hémodynamique est considérée à juste titre comme un des éléments clés de la réhabilitation après césarienne. Et on sait évidemment que cette hypotension après l'arrachianesthésie est un phénomène très fréquent, que sa physiopathologie est essentiellement liée à une chute des résistances périphériques, qui a pour conséquence une diminution du débit utéroplacentaire et un potentiel impact négatif sur l'équilibre acido-basique fœtal, mais également sur le versant maternel,
est responsable de la survenue de nausées et de vomissements qui sont imputables d'une part à l'hypoperfusion du tronc cérébral, à l'hypoperfusion splanchnique et également à un déséquilibre parasympathique-orthosympathique suite à la sympatholyse consécutive à cette rachianesthésie. Alors ces recommandations nous disent que la prévention et le traitement de cette hypotension va permettre non seulement de maintenir le débit utéroplacentaire, mais de prévenir la survenue de ces nausées et vomissements. Nous rappelle que le remplissage seul est peu efficace et qu'il convient certes de maintenir une normovolémie, mais que le remplissage agressif dans cette prévention et traitement de l'hypotension induite par la césarienne n'est plus vraiment d'actualité, que la priorité doit être donnée aux vasopresseurs en association avec un remplissage modéré et que dans certaines situations particulières, un monitoring invasif pourra nous aider dans la gestion de cette hémodynamique. Alors, s'agissant de la manière de prévenir et de traiter cette hypotension, ce consensus international nous rappelle que si l'hypotension artérielle est fréquente, il convient dès lors de mettre en œuvre une perfusion prophylactique d'un vasopresseur, et ce, de façon systématique en routine. Nous propose comme molécule de première intention la phényléphrine administrée en perfusion continue à la dose initiale de 25 à 50 microgrammes par minute, mais laisse également une place déjà en 2018 à la noradrénaline en raison de ses propriétés bêta et en la considérant comme une alternative plausible et intéressante. Dans ces recommandations, on peut lire également qu'une bascule de l'utérus de 15 degrés vers la gauche associée à un co-remplissage avec une solution cristalloïde doivent être réalisées en plus de l'administration systématique de ce vasopresseur en perfusion continue. Les objectifs étant d'une part de maintenir la pression systolique supérieure ou égale à 90% des valeurs de base et surtout d'éviter toute diminution à des valeurs inférieures à 80% des valeurs de départ. Alors s'agissant du match entre la phényléphrine et la norépinéphrine, on pourrait consacrer une heure rien qu'à ce sujet-là et ce n'est pas le but de cette présentation. Il est bien acquis dorénavant que les deux molécules sont utilisables et qu'elles se caractérisent par un rapport de puissance de l'ordre de 13 pour 1, ce qui permet à chacun de mettre en œuvre dans sa pratique quotidienne la perfusion qui lui semble plus adaptée à sa pratique et aux molécules dont il dispose. Dans les recommandations pour la pratique clinique qui ont été publiées en 2015, on retrouve également un paragraphe relatif au remplissage vasculaire en nous disant que ce remplissage vasculaire doit rester modéré, voire parcimonieux, et ce, afin de ne pas hypothéquer les stratégies de retrait précoce de sonde vésicale telles qu'elles sont préconisées dorénavant dans les stratégies de réhabilitation rapide après césarienne. Gros débat persistant, c'est sur la bascule vers la gauche de l'utérus, et ce papier qui a été un peu iconoclaste, puisqu'il a finalement conclu que on pouvait s'en passer sans avoir le moindre impact négatif sur le pH au cordon, et que donc c'est une pratique qui pourrait être abandonnée en routine, puisque en administrant un vasopresseur à dose suffisante, on permet d'éviter tout retentissement négatif sur cet équilibre acido-basique. Néanmoins, si on regarde bien entre les lignes dans ce papier, on voit surtout également que lorsqu'un tilt vers la gauche est appliqué, la stabilité tensionnelle et le débit cardiaque sont significativement mieux contrôlés dans le groupe avec un tilt vers la gauche, et que donc on peut aussi lire ce papier en disant que le tilt à gauche permet un meilleur contrôle de la pression artérielle, un meilleur débit cardiaque tout en utilisant moins de vasopresseurs. Donc pour conclure, la stabilité hémodynamique per-césarienne est un élément central de la réhabilitation améliorée après césarienne. L'hypotension artérielle résultant du bloc sympathique et la diminution des résistances périphériques doit être anticipée et traitée. Cette gestion repose sur une administration en IV à la seringue électrique de façon prophylactique d'un vasopresseur qui peut être la phényléphrine ou la noradrénaline, que la bascule vers la gauche de l'utérus reste recommandée et qu'un co-remplissage avec un cristalloïde est également recommandé en quantité modérée afin de ne pas nuire à la stratégie de retrait précoce de la sonde vésicale. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Donc, la présentation est ouverte à discussion. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions via l'application Slido. Donc, je ne sais pas si déjà vous avez pu le faire dans la matinée. En tout cas, on attend vos questions. Alors, peut-être en attendant, Pierre-Yves, peut-être une question par rapport à la modalité d'administration des vasopresseurs. C'est vrai que tu nous as discuté, tu as parlé là de
l'administration en intraveineux, en IVSE. Certaines équipes le font en bolus et il y a des papiers qui préconisent peut-être aussi cette modalité d'administration. Quel est ton avis là-dessus? D'une part, si je me réfère simplement aux guidelines telles qu'elles sont écrites, c'est la perfusion continue prophylactique qui est proposée. Je pense que c'est probablement la seule manière d'être dans la prévention et dans l'action et pas dans la réaction par rapport à une hypotension qui s'installe. Je pense que c'est aussi la manière d'avoir une titration qui est probablement plus fine et qui permet d'éviter les effets secondaires tels que des bradycardies sur des bolus un peu trop généreux. Pour l'avoir implémenté depuis des années, je ne voudrais plus faire autrement. Je me souviens de cet éditorial qui avait été écrit dans les premiers papiers sur la phényléphrine. La perfusion prophylactique devrait faire partie de la pratique quotidienne. L'essayer, c'est l'adopter. Et moi, le jour où je l'ai implémenté, je l'ai adopté et je n'ai plus jamais fait marche arrière. Donc je pense que c'est vraiment la solution la plus appropriée. D'accord, donc plutôt préconiser l'IVSE plutôt que les bolus de réaction, on va dire. Oui. Peut-être d'autres questions? Un commentaire plutôt Ouais. à propos de la perfusion prophylactique dès la ponction de l'arachy-anesthésie. Depuis qu'on utilise ces vasopresseurs précocement, on a vu le confort des patientes augmenter réellement en péropératoire. Il y a beaucoup moins de nausées et beaucoup moins de tremblements, de frissons. Et ça, je pense que c'est très important également. Absolument, il faut bien le rappeler. Donc les vasopresseurs, c'est initié au moment du début de l'injection dans l'arachy-anesthésie. Donc c'est important de le rappeler. Alors toujours dans l'optimisation hémodynamique, peut-être une question par rapport aux méthodes de monitorage non invasives actuelles qu'on a, type Nexfin ou Clearsight, qui sont des dispositifs pour un monitorage, on va dire, un peu plus poussé que le brassard à tension seul, mais qui est moins invasif ou non invasif par rapport au cathé artériel. Je pense que les monitorings auxquels tu fais référence en termes de Nexfin ou Clearsight, enfin de monitorage battement par battement d'une pression artérielle, mais de façon non invasive et qui permet également d'avoir une estimation du débit cardiaque, a probablement sa place dans les cas sélectionnés de patientes un peu plus complexes, au même titre que le cathé artériel quand on veut en placer un. Mais dans la pratique quotidienne de l'immense majorité des patientes qui sont des patientes ASA1, je pense qu'on peut se contenter d'un tensiomètre automatique avec une mesure toutes les minutes et de la fréquence cardiaque, avec cette notion très intéressante qui est bien démontrée dans un papier, c'est que le meilleur témoin du débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque lorsqu'on n'a pas d'autre manière de l'appréhender, et que donc effectivement, dès qu'on a une fréquence cardiaque qui commence, même sans être dans la vraie définition de la bradycardie, mais quand on voit qu'on a une pression artérielle un peu trop confortable, avec une fréquence cardiaque qui se réduit, il faut probablement lever le pied sur la perfusion de vasopresseurs pour préserver ce débit cardiaque maternel. Donc vraiment quelques indications, mais pas le faire de façon... Pas de routine sur des monitorages sophistiqués. Donc. Okay. Alors peut-être pour faire la transition avec la présentation de Valentina Fetto, qu'est-ce que tu penses du Zofren? Je sais que là aussi il y a eu des papiers sur l'intérêt de l'odancétron pour la prévention de l'hypotension du fait de ses effets sérotoninergiques. Oui, beaucoup de papiers sur ce sujet-là. Pas vraiment un gros consensus, à mon sens, qui s'est dégagé, avec des résultats positifs, des résultats moins probants. Et donc, je pense que c'est probablement pas la panacée universelle, sinon elle serait aussi implémentée dans les recommandations, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Moi, je suis un adepte de l'ondancétron au quotidien, mais plus dans la prévention des nausées que dans la gestion de l'hémodynamique, et je l'administre après le clampage du cordon. Mais je pense qu'il n'y a pas de critique à émettre par rapport à l'administration préalable, mais je pense que ça ne dispensera pas de l'administration d'un vasopresseur en perfusion. Merci, c'était très clair.